Alors, salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Jacob Gomez. Je suis formateur et développeur. Je suis lead voilà, du programme Discutons entre devs, ce programme-là. Donc, nous sommes là ce soir pour parler du développement, de plus particulièrement du développement front-end. Alors, je ne serai pas seul ce soir, je serai avec un ami, un collègue qui va modérer, co-modérer avec moi cette séance. Je vais inviter Gildas à se présenter rapidement parce qu'il sera avec moi tout au long de cette séance. Donc, Gildas, tu peux te présenter rapidement. Bonsoir, bonsoir Jacob, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Gildas Kazanou, je suis développeur front-end à Pataline. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur moi. Ok, merci Gildas. Donc, aujourd'hui, on va faire de la code modération. Donc, il y aura moi et Gildas. Et puis, pour notre invité de ce jour, c'est Onésime. Donc, je laisse Gildas voilà, introduire au fait notre invité. Notre invité de ce soir s'appelle Lewe Onésime. Il est développeur dev full stack à Paydunia. Je le laisse donner plus d'informations sur sa personnalité. Ok, merci Gildas. Donc, Onésime, tu peux toi-même te présenter. Tu peux aussi allumer ta cam si possible, si tu le veux. Donc, voilà. C'est juste pour les besoins du début, hein, du début. Hein. Donc après, on peut couper. On peut couper. Au moins, il faut te payer. Micro, micro, micro. Ok. Euh, c'est ma tête, c'est à ça que je ressemble. Ça va permettre aux gens, peut-être sur la voie de me reconnaître. Euh, c'est à ça que je ressemble. Maintenant, sinon, moi, c'est Onésime Lewicom et Jacob l'a dit, ou Gojanda l'a dit tout à l'heure. Je suis développeur full stack à Junior. Euh, Par contre, je ne sais pas si je devrais commencer par parler un peu plus de moi, c'est-à-dire introduire la partie expérience, mes expériences, parce que je devrais en parler au niveau de la deuxième partie, normalement, du mythe. Ok, bon. Jacob. Bon, déjà, on peut aller franco rapidement. Bon, on va entrer dans le vif du sujet. Ce question, on aura l'occasion de te connaître tout au long du mythe. Et s'il y a des questions à ton égard aussi, on aura l'occasion de savoir cela. Donc, donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler de front-end. Donc, Onésime va nous présenter un peu ce que c'est qu'un développeur front-end et tout, etc., etc. Donc, je vais le laisser le faire. Mais avant ça, j'aimerais savoir dans le mythe, qui sont ceux qui se prétendent être développeurs front-end. Vous levez la main, quoi. Peut-être que ça permettra à Onésime de peut-être pouvoir ajuster son débat ou bien sa présentation. Ceux qui sont front-end, levez la main comme moi. Ça permettra aussi de savoir à peu près tous ceux qui Je sont peux front-end. poser une... Allô? Vous levez la main. Ouais, je peux... Oui, tu dis? C'est une question. Même les débutants, Oui, oui, tous ceux qui font du front-end, vous levez la main. Ok, d'accord. Donc, déjà, on a pas mal. Hein. Je... Donc, ceux qui ont levé la main, 8 personnes. Ok, 8 sur 15, 8 sur 24, sur 25 plutôt, sur 24, oui. Bon, pas mal. On a quand même des développeurs front-end là. Après, s'il y a des apports et tout, donc vous n'allez pas, vous allez faire en fait ça. D'accord, ok, c'était tout. Donc, je laisse Onésime commencer ce qu'il a, son partage et tout. Vous pouvez redescendre la main. Vous pouvez redescendre la main. Alors, Onésime, dis-nous un peu, voilà, on est tout oui pour écouter ce que tu veux nous présenter aujourd'hui. Ok. Bon, déjà, j'ai un fichier de présentation qui va me servir tout au long du mythe. Je vais tout de suite présenter ce fichier-là. Je vais partager mon écran. Vous voyez mon écran? Vous voyez Oui, mon écran? Ok, oui. parfait. Parfait. Oui, là, je comprends. Ok, parfait. Bon, je pense que j'ai bien parlé de moi. Bon, déjà, avant d'aborder le sujet du roadmap pour développeur front-end, Jacob m'a dit de définir ce qu'est un développeur front-end. Bon,
Contrairement à un développeur back-end, je crois Aurel l'avait défini la dernière fois, hein, un développeur front-end, quand cette personne-là qui est responsable de créer et d'optimiser la partie physique, la partie visible d'un site web ou d'une application web en utilisant principalement les langages HTML, CSS, JavaScript pour garantir une expérience utilisateur attrayante ou conviviale, quoi. Donc, c'est comme ça que je peux définir brièvement ce qu'est un développeur front-end. S'il vous plaît, fermez vos micros, s'il vous plaît. Laissez juste laissez juste. Allô? Les autres ont fermé le micro, c'est bon, tu peux continuer. Ok, parfait. Donc, Jacob, j'ai déjà défini ce qu'est un développeur front-end. Tu veux que je continue avec oui, continue, on ne va pas te stopper. Tu continues jusqu'à la fin, on va te... Continue. Ok, maintenant qu'on sait ce qu'est un développeur front-end, cela va nous permettre de comprendre un peu mieux ce qu'est un front-end roadmap. On peut définir une roadmap pour développeur front-end comme un plan structuré pour acquérir les connaissances dans les langages HTML, CSS, JavaScript dont j'avais parlé tout à l'heure, au fait. Donc, la roadmap ici se présente comme une feuille de route qu'un individu va suivre, un individu qui veut se lancer dans le développement front-end va suivre pour pouvoir dire après qu'il est un développeur front-end. Donc, c'est ce qu'est une front-end roadmap. Maintenant, il faut savoir que les roadmaps pour développeurs front-end, il y en a plusieurs sur la toile. Tout au long de notre partage, j'ai pris il y a la source que je vais vous envoyer. J'ai pris un et c'est ça qui va nous servir tout au long du partage. Sans plus tarder, nous pouvons commencer. Maintenant, un développeur front-end doit avoir un certain prérequis. En tout cas, quand vous voulez commencer, vous lancer dans votre carrière de développeur front-end, vous devrez avoir un certain prérequis. Et dans la roadmap, il est marqué ici que vous devez savoir comment marche Internet, HTTP, les noms de domaine, l'hébergement, les DNS, les navigateurs, comment ça fonctionne. Je pense que, à mon humble avis, je pense que tout ça là, c'est un plus. Pour moi, ce qui est indispensable, c'est d'être habitué juste à l'outil informatique, de savoir écrire, de savoir saisir tout simplement, parce que en tant que développeur front-end, ce que vous avez fait la plupart du temps, c'est de taper au clavier, de savoir saisir et surtout de savoir utiliser son navigateur. Je pense que le navigateur, savoir utiliser son navigateur, comme c'est marqué en dernière position ici, c'est vraiment indispensable. Et de savoir aussi faire des recherches sur Google, faire des téléchargements. Je pense que c'est ce qui est important comme prérequis, enfin, c'est ce qui est indispensable comme prérequis quand vous êtes développeur. Tout le reste, c'est un plus. Maintenant, on va commencer par la base que tout développeur front-end doit maîtriser. Dans le développement front-end, enfin, dans le monde du développement front-end, il faut savoir qu'il y a 3 langages qu'il faut maîtriser au bout des doigts. C'est incontournable. Il s'agit des langages HTML, CSS et JavaScript. Quand nous prenons le langage HTML et CSS, ce sont des langages de description. Ces langages-là vont vous servir juste à décrire votre page web. HTML, lui, s'occupe juste de la partie squelette. Et avec le HTML, vous allez définir le squelette de votre page web. Et le CSS va venir se rajouter pour vous apporter l'aspect style. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire que l'arrière-plan de ma page web est gris par exemple. Vous allez pouvoir rajouter du style sur votre application web. Du coup, pour toutes ces personnes-là qui veulent se lancer dans le développement front-end, quand vous allez finir votre formation en HTML, CSS, les challenges que vous pouvez réaliser, par exemple, c'est par exemple reproduire le design de Twitter, reproduire le design de Facebook. Ce sont les challenges que vous pouvez réaliser. Maintenant, il y a aussi le langage JavaScript que vous devez apprendre, vous devez maîtriser au bout des doigts. Ce langage-là va vous permettre de rajouter de l'interactivité sur votre page web. Donc, c'est quelque chose que je pense avoir oublié côté front-end, côté CSS.
il faut savoir que aujourd'hui, nous avons les sites web ou applications web que vous allez développer plus tard vont s'afficher sur différents devices. Vous allez les afficher sur des tablettes, sur des téléphones mobiles ou sur des grands écrans. Du coup, il est important lors de votre apprentissage de CSS de maîtriser ce qu'on appelle le responsive design. Donc, c'est indiscutable. Il y a des projets aujourd'hui où vous devrez développer le site web de sorte à ce que ça s'affiche sur n'importe quel design. Donc, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Maintenant, je vais revenir sur le JavaScript. Vous devez maîtriser les bases du JavaScript, c'est-à-dire les instructions de base, c'est-à-dire les déclarations, les structures conditionnelles, les hooks. Vous devez maîtriser ça. Et quelque chose de très indispensable, la manipulation du tome. Sans la manipulation du tome, vous ne pouvez pas gérer tout ce qui est interaction de l'utilisateur. Vous devez maîtriser comment le tome fonctionne au fait. Maintenant, il y a l'API Fetch qui est au niveau des navigateurs qui vous permet de récupérer les utilisateurs des applications vont taper dans les champs, par exemple, et les envoyer à un backend. Donc, c'est grâce à cet outil-là que vous communiquez avec un serveur. Donc, il est important aussi de maîtriser cet outil-là. Donc, c'est un peu ce qu'il faut maîtriser côté JavaScript. C'est vrai que, enfin, je dis côté JavaScript, comme base en tant que front-end. C'est vrai qu'on les appelle, enfin, c'est les bases, mais en même temps, c'est ça qui va déterminer votre niveau en tant que développeur front-end. Parce que rien qu'avec le HTML, CSS, JavaScript, vous pouvez réaliser n'importe quelle application que vous trouvez en ligne aujourd'hui. C'est-à-dire que normalement, on pouvait se dire que genre, le front-end s'arrête là, quoi. C'est que vous maîtrisez le HTML, le CSS, le JavaScript, vous pouvez développer Facebook, vous pouvez développer, enfin, quand je dis Facebook, je parle juste de l'aspect côté utilisateur, les interfaces que les utilisateurs vont utiliser pour interagir avec le système. Juste côté interface. Vous pouvez développer n'importe quelle interface utilisateur sur la toile. Enfin, que ce soit de petites applications de gestion de tâches jusqu'à LinkedIn, par exemple, ou des interfaces complexes comme Twitter. Vous pouvez développer tout ça. Maintenant, on pourrait s'arrêter là et dire que voilà, le partage d'aujourd'hui est terminé, mais il faut savoir que vous serez confronté à des problèmes si vous vous contentez uniquement de ces trois langages-là. Par exemple, plus tard, on va vous appeler pour travailler sur un projet et on va dire que la deadline, par exemple, c'est une semaine, quoi. On va vous dire de développer toute une application qui devrait peut-être prendre 3 mois, mais on va vous dire que c'est une semaine que vous avez pour développer ces applications. Donc, tout ce que on va commencer par apprendre à partir de maintenant, c'est-à-dire si on laisse les bases, les slides qui vont suivre, tout ce qu'on va voir après, ce sont des outils qui vont vous permettre de pouvoir aller plus vite dans le travail. C'est tout. Sinon, ce qui est important et primordial à maîtriser, c'est du HTML, le CSS et le JavaScript. Maintenant, pour pouvoir résumer en gros à quoi vont vous servir les compétences HTML, CSS et JavaScript, c'est que quand vous suivez par exemple vous trouvez une formation sur la toile, vous êtes un débutant et vous trouvez une formation sur la toile, on vous propose d'apprendre HTML, CSS et JavaScript. À la fin, comme je l'avais déjà dit tout à l'heure, vous pouvez réaliser n'importe quelle interface utilisateur et comment ça va se passer? C'est-à-dire que quelqu'un va vous appeler, un client va vous appeler par exemple, il va vous dire que j'ai une maquette, j'ai la maquette par exemple de l'application que je vais développer. Et la personne a fait appel à un designer excellent et la personne a produit des maquettes vraiment, des vues vraiment de qualité, quoi. Vous voyez, vous pouvez, grâce au HTML, CSS, reproduire ces vues-là. Maintenant, s'il y a des interactions sur ces vues-là, vous allez pouvoir utiliser JavaScript pour pouvoir gérer tout ce qui est interaction. Je ne sais pas, peut-être que je peux prendre peut-être un exemple, je peux vous montrer un exemple. Je crois que je peux vous montrer tout au moins les composants. Par exemple, ça, c'est une maquette d'application que je suis en train de travailler sur une application. C'est la maquette de l'application. Enfin, je ne peux pas vous montrer toute l'application, mais je peux vous montrer tout au moins les parties, les composants. Vous voyez, vous pouvez, par exemple, là, c'est un select. Vous devez être en mesure de pouvoir développer le select là vous-même. C'est vrai qu'il y a des selects de base dans le HTML, il y a la balise select. Le problème est que vous serez sur des projets
Et il y a un designer qui fournit une maquette. On vous dit que voilà à quoi ça ressemble le select. Vous devez être en mesure de pouvoir utiliser le HTML, CSS, JavaScript pour pouvoir développer ces petits composants-là. Et maintenant, tous ces composants assemblés, ça va vous donner votre application finale. Donc, enfin, dans votre application, il peut y avoir énormément de composants. Hein. Donc, c'est juste un exemple pour vous montrer ce que vous pouvez faire avec le HTML, CSS et le JavaScript. Maintenant, je vais continuer avec gestion de projet et travail en équipe. Il faut savoir que aujourd'hui, vous êtes un développeur front-end, vous maîtrisez le HTML, CSS et le JavaScript. Vous travaillez sur de gros projets. Et le problème est que peut-être vous avez travaillé sur une F1 du projet. Vous avez développé la F1 du projet et vous avez commencé la F2 et vous travaillez, vous avez des problèmes. Vous vous demandez, est-ce que si je pouvais retourner à la F1, ça serait vraiment génial parce que vous avez trop de problèmes sur la V2 et la V2 est peut-être déployée en ligne et c'est problématique pour les utilisateurs. Vous avez un outil qu'on appelle Git. C'est un outil qui vous permet de gérer les versions de votre code source. Ça ne permet pas uniquement de gérer les versions de code source, ça vous permet aussi de collaborer en équipe avec d'autres développeurs. Avec cet outil-là, sur votre machine en local, vous pouvez gérer, comme je l'ai dit, si vous avez un réseau local dans votre entreprise, vous pouvez créer, vous pouvez mettre le projet sur le réseau local là, et tous les développeurs peuvent y accéder et travailler sur ce projet-là le plus facilement avec Git. Maintenant, il faut savoir que le serveur que vous avez en local où il y a le projet, vu que peut-être la boîte n'a pas, peut-être ce serveur-là peut tomber en panne un jour et les gens ne peuvent plus accéder facilement au projet. Il y a des services, il y a des plateformes aujourd'hui comme GitHub, GitLab, Bitbucket qui vous permettent de pouvoir héberger votre code source et de pouvoir travailler en équipe. Vu que ce sont de grosses boîtes qui gèrent ces plateformes-là, vous êtes sûr de ne pas avoir votre code source, de ne pas pouvoir accéder à votre code source à un instant parce que ces plateformes-là ne fonctionnent pas. Donc, c'est un peu ce que je peux vous dire de façon ramassée et très simple sur Git. Maintenant, je vais parler des gestionnaires de package JavaScript. Déjà, il faut savoir que nous avons plusieurs gestionnaires de package. Nous avons NPM, nous avons PNPM, nous avons YAML. Ces gestionnaires de package vous permettent de pouvoir récupérer, enfin, pour dire en termes simples, ces gestionnaires de package-là vont vous permettre de pouvoir récupérer des librairies, des codes sources d'autres développeurs dans votre projet et pour les utiliser. Ce qui se passe très souvent, c'est que vous devez travailler sur une fonctionnalité et vous avez besoin peut-être d'un select ou d'une API cœur pour pouvoir travailler sur le projet. Le problème est que vous devez livrer la fonctionnalité dans la journée. Vous n'avez pas le temps de développer toute la fonctionnalité de bout en bout. Grâce au gestionnaire de package, vous pouvez récupérer rapidement le code source d'un développeur qui avait le même problème que vous avant. Et cette personne-là a développé la API cœur. Grâce au gestionnaire de package, vous récupérez rapidement le code source de cette personne-là dans votre projet et vous pouvez utiliser ce bout de code-là pour pouvoir gérer votre API très facilement. Comme je le disais tout à l'heure, tout ce que je vais vous présenter à partir des bases, enfin, quand on finit avec les bases, tout ce qui va suivre, ce sont des outils qui vont servir juste à faciliter le travail ou à vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Je vais continuer avec les frameworks. Déjà, un framework, c'est un ensemble structuré d'outils, de bibliothèques et de conventions qui facilitent le processus de développement en fournissant un cadre de travail préétabli pour la création de développement de sites ou de logiciels. Donc ça, je vous ai dit juste une définition. On peut voir juste un framework comme une base de code, tout ce que des gens ils ont mis à disposition et à la communauté. Et quand vous prenez la base de code source là, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite parce que dans cette base de code source, vous avez énormément de librairies qui sont agencées, bien organisées, que vous pouvez utiliser pour réaliser des interfaces utilisateurs beaucoup plus facilement. Maintenant, on avait parlé de 3 langages au début. Le HTML, le CSS et le JavaScript. Vous avez des frameworks CSS et on a les frameworks JavaScript. Ces frameworks-là, comme je l'avais dit, sont là juste pour vous
faciliter le développement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir développer beaucoup plus vite vos applications. Vous allez pouvoir rajouter des interactions utilisateurs beaucoup plus vite avec les frameworks JavaScript. Côté JavaScript, nous avons des React, Vue.js, Angular. Ces frameworks-là vont vous donner un cadre de travail pour pouvoir développer des interfaces utilisateurs beaucoup plus vite que de le faire du vanilla JavaScript. En fait, quand je dis vanilla JavaScript, c'est du JavaScript brut, en fait. Maintenant, côté CSS, nous avons énormément de frameworks aujourd'hui pour pouvoir rajouter du style beaucoup plus rapidement et plus facilement dans votre application. Nous avons Tailwind, nous avons Radish UI, nous avons ShadNC. C'est vrai que Radish UI et puis ShadNC viennent avec des scripts JavaScript, mais ce sont des frameworks quand même CSS parce que c'est beaucoup plus dans le cadre d'avoir des styles dans votre projet. Nous avons d'autres frameworks aussi, les frameworks classiques comme Bootstrap, il y a Bulma, il y a Material, Naïve, CSS. Enfin, s'il y a des gens dans le call qui connaissent d'autres frameworks, vous pouvez en citer aussi. Donc, il y a énormément de frameworks pour vous permettre de styliser beaucoup plus rapidement votre application. C'est vrai que chaque framework propose son approche pour pouvoir rajouter du style dans votre application. L'approche que propose Tailwind, c'est pas la même approche que ce que propose Bootstrap, qui n'est pas cité là, par exemple. Maintenant, CSS architecture. Donc, je pense que je ne suis peut-être pas la personne mieux placée pour vous parler de CSS architecture, mais je peux juste vous dire que CSS architecture, c'est juste une méthodologie pour mieux structurer son code CSS, tout simplement. Par exemple, si je dois prendre un exemple, d'après la méthodologie, enfin, quand on prend BEM, par exemple, BEM pour Block Element Modifier, BEM vous propose, par exemple, de considérer les éléments de votre page comme des blocs, au fait. Par exemple, vous aurez bloc bouton, et c'est ça qui représente, enfin, vous aurez ce bloc-là, bouton, et le bouton peut avoir plusieurs états, état activé, état désactivé. Et quand vous créez par exemple votre classe button, vous pouvez créer classe activated ou deactivated. En fait, c'est un moyen de pouvoir organiser mieux vos classes CSS pour que quand vous développez votre application plus tard, quand vous voulez apporter des modifications, vous puissiez apporter ces modifications facilement dans votre projet. Maintenant, je vais parler des processeurs CSS. Les processeurs CSS, ce sont des outils qui permettent aux développeurs d'écrire du code CSS de manière plus efficace en utilisant des fonctionnalités avancées comme des variables et même des fonctions et beaucoup d'autres fonctionnalités. Le code CSS que vous écrivez ici, ce n'est pas du CSS standard. Ce CSS-là n'est pas... vos navigateurs ne peuvent pas interpréter ce CSS-là. Du coup, il faut utiliser des outils pour transformer ce CSS, pour compiler ce CSS-là en du CSS que vos navigateurs pourront comprendre. Et les préprocesseurs, nous avons SAS et PostCSS. Nous allons aborder maintenant les modules bundler et linter. Aujourd'hui, vous maîtrisez déjà des frameworks, vous les utilisez dans vos projets et vous travaillez et grâce au framework, vous pouvez lancer un serveur de développement, vous pouvez builder votre projet et déployer. Le problème est que quand vous utilisez, par exemple, un framework comme React, il y a toutes ces possibilités-là qui sont disponibles dans React, par exemple. C'est-à-dire lancer votre serveur, le serveur de développement, builder tout le projet, l'initier. Dans votre build, vous avez le code source qui est minifié que vous pouvez déployer sur un serveur. C'est grâce au module bundler, ces frameworks-là utilisent les modules bundler derrière pour pouvoir fonctionner. Il faut savoir qu'un module bundler, c'est juste un outil qui vous permet d'écrire du JavaScript moderne. Enfin, c'est vrai que je n'ai pas parlé des différentes versions de JavaScript tout à l'heure. Il faut savoir que JavaScript a évolué au fil du temps. Quand vous voulez écrire du JavaScript, qu'est-ce que vous faites? Vous avez une page HTML et vous pouvez introduire. Il y a un moyen de pouvoir rajouter des scripts. Il y a la balise script que vous utilisez pour pouvoir ajouter vos scripts. C'est comme ça qu'on faisait avant. Maintenant, le JavaScript a assez évolué aujourd'hui et
Le code JavaScript qu'on écrit aujourd'hui, c'est pas forcément... ce code JavaScript-là, les navigateurs n'arrivent toujours pas à les interpréter. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que on écrit notre code JavaScript moderne et puis on a un seul fichier qui regroupe tout ce code JavaScript-là qu'on fait passer par un bundler et en fonction de la configuration que vous avez mis dans votre bundler, le bundler va vous sortir, va vous donner en sortie, par exemple, un fichier CSS, un fichier JavaScript. Et c'est ce fichier CSS et JavaScript-là que vos navigateurs pourront interpréter. Donc, c'est un peu le travail que fait les modules bundler. C'est vrai que les modules bundler ne se limitent pas à ça. Les modules bundler optimisent aussi le code que vous écrivez. Les modules bundler mimifient aussi le code que vous écrivez pour que, enfin, c'est toujours de l'optimisation pour que le code ne soit pas lourd pour un navigateur, pour les navigateurs. Comme module bundler, nous avons par exemple Fit. Bon, c'est vrai que Fit n'est pas tout à fait un module bundler. C'est plus un outil qui vous permet de générer un template de code. Bon, c'est vrai que Fit utilise Rollup derrière comme module bundler. Ouais. Fit va vous proposer Fit va vous générer un template de code si vous voulez faire du React, du Vue.js ou du Svelte, du Solid.js. Enfin, peu importe le framework, l'outil que vous voulez utiliser, Fit va vous permettre de pouvoir générer un template que vous allez utiliser. Ce template-là déjà est déjà très bien configuré avec Rollup pour que, par exemple, votre fichier principal ou qui regroupe tout ce qui est script que vous utilisez dans votre application. Ce fichier principal là, va passer par le bundler Rollup pour pouvoir donner en sortie le fichier CSS, le fichier JS que les navigateurs vont finalement interpréter pour pouvoir afficher votre application. Et les modules bundler, il y en a plusieurs. Hein. Il y a Webpack, il y a Rollup, il y a Parcel. Il y a plein d'autres aussi. Hein. Enfin, je ne sais pas si je dis bien. Et, en tout cas, il y a beaucoup. Il y a Babel aussi, je pense bien. Il y a plusieurs modules bundler. Il y a ce qu'on appelle les task runners. Les task runners, aujourd'hui, quand vous prenez un projet, vous maîtrisez aujourd'hui un framework comme React. React propose des scripts pour pouvoir lancer un serveur de développement. Ça, c'est un script NPM. Là, c'est marqué ici, script NPM. C'est un script que vous pouvez exécuter grâce à NPM, par exemple, pour pouvoir, qui va vous servir pendant votre phase de développement. Je vais venir sur les linters pour pouvoir prendre l'exemple sur les linters pour montrer en quoi vous pouvez toujours utiliser les scripts dans les task runners ou scripts dans votre application. Il faut savoir que, par exemple, quand on prend aujourd'hui, quand vous prenez toujours un projet React ou un projet Vue.js, il y a déjà, par exemple, un linter qui est configuré, ESLint qui est configuré, et peut-être Prettier qui est configuré, et vous l'utilisez sans savoir comment ça fonctionne. Il faut savoir que, par exemple, un linter, c'est un garant de la qualité de votre code source. Un linter vérifie, par exemple, si votre code respecte un certain nombre de standards que vous avez définis. Par exemple, comme standard, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme standard? Vous pouvez définir comme standard, par exemple, que votre code et chaque instruction de votre code source va se terminer par un point virgule pour que vous allez utiliser les double quotes au lieu des single quotes. L'ordre des imports, par exemple, quand vous voulez importer des modules sur un fichier, que les modules doivent être importés par ordre alphabétique, par exemple. ESLint va loin, rien. Par exemple, grâce à ESLint, vous allez pouvoir détecter des erreurs bien avant, par exemple, de compiler votre code. Enfin, c'est même en live, au fait. Ce n'est même pas avant la compilation. Ce n'est même pas après la compilation. Enfin, les erreurs, vous pouvez détecter des erreurs directement dans le code. Ça va s'afficher en rouge. Vous allez les voir. S'il y a des variables qui sont déclarées et que vous ne les utilisez pas, ESLint va vous dire que voilà, vous avez déclaré telle variable et que vous ne l'utilisez pas. Donc, grâce à ESLint, vous allez pouvoir avoir un code beaucoup plus propre. Maintenant, les standards, il faut savoir qu'il y en a plusieurs. Il y a Airbnb qui a écrit son standard, il y a Google qui a écrit son standard. Vous pouvez il y a un moyen très simple grâce à ESLint, il y a une commande ESLint que vous pouvez utiliser sur votre projet pour pouvoir dire, voilà, je vais utiliser le standard le standard de JavaScript ou le standard de Airbnb sur votre projet. Maintenant, les formateurs, et tout cas, Prettier. Prettier, c'est toujours comme ESLint, c'est pour pouvoir mieux formater. Enfin, ça fait un travail plus ou moins similaire à ESLint parce qu'on peut combiner les deux sur un projet. Il faut savoir que ESLint, Prettier s'occuper juste de l'aspect présentation de votre code source.
C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez tabulé avec deux espaces, vous pouvez configurer, par exemple, les prettier pour que, enfin, dans votre projet, vous acceptez uniquement la tabulation, c'est 3 espaces, quoi. Et quand c'est quelqu'un, ça permet, par exemple, d'avoir une cohérence dans votre projet, surtout quand vous travaillez en équipe. Si, par exemple, quelqu'un tabule avec 2 espaces, et quelqu'un d'autre tabule avec 4 espaces, il y aura du rouge, quoi. Vous voyez, si vous avez choisi d'utiliser 4 espaces, par exemple, c'est 4 espaces que tout le monde doit faire, sinon le code va s'afficher en rouge et la personne ne pourra pas continuer, quoi. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, il faut savoir que les linters et les formateurs proposent des scripts qui vous permettent de pouvoir formater automatiquement le code source et de corriger les erreurs de lint ou les erreurs de formatage. Et vous pouvez écrire des scripts. C'est là que je reviens maintenant sur les task runners. Vous pouvez écrire des scripts. Et quand n'importe qui exécute ces scripts-là, exécute ces scripts-là, automatiquement, le formatage va se faire. Donc, vous pouvez rajouter beaucoup d'autres scripts, hein, ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous pouvez rajouter votre propre serveur de développement et grâce au script, quand vous lancez le script, ça va démarrer automatiquement le serveur de développement sur votre projet. Maintenant, la qualité de code. Bon, pour moi, aujourd'hui, sur un projet front-end, il y a 2 aspects qui sont indispensables quand on parle de qualité de code. Nous avons le type checking avec TypeScript et puis on a les tests. Pourquoi le TypeScript, par exemple, vous permet d'avoir un code de qualité? Quand vous rajoutez, on a longtemps reproché à JavaScript le fait qu'il n'est pas typé. Et souvent, on se retrouve à n'importe quel moment, par exemple, vous avez une variable que vous utilisez dans votre code source et ça peut changer de valeur, ça peut devenir un entier, ça peut devenir un string. Les gens ne se retrouvent pas forcément. Avec TypeScript, vous allez pouvoir typer normalement chaque variable sur votre projet. Et avec TypeScript, vous allez détecter des erreurs bien avant d'aller, par exemple, en production. Quand je dis des erreurs, par exemple, vous êtes sur un projet qui n'est pas typé. Quand on prend les inputs, par exemple, les champs inputs, et quand vous écrivez du JavaScript pour pouvoir récupérer un input de type number, par exemple, quand vous récupérez ce input-là, vous allez vous dire que c'est un entier et vous allez l'additionner, par exemple, à une autre, par exemple, vous allez multiplier, par exemple, la valeur par un nombre, je suppose 4. Le problème est que TypeScript va vous signaler qu'il y a erreur parce que la valeur que vous récupérez depuis le input de type number, c'est un entier, par exemple. TypeScript permet de faire cette vérification-là directement lorsque vous êtes en train de coder et vous allez voir ces erreurs-là directement dans votre éditeur. Donc, TypeScript vous permet quand même de pouvoir limiter les erreurs dans votre code source. Donc, c'est en cela que TypeScript vous permet d'avoir un code de qualité. Bon, TypeScript fait beaucoup plus que ça. C'est ce que je peux dire en bref déjà sur TypeScript. Maintenant, il y a les tests. Si vous finissez un test, c'est indispensable sur un projet aujourd'hui parce que au début, peut-être, on ne voit pas son importance, mais quand le projet devient grand, vous ne vous rappelez pas, par exemple, du code que vous avez écrit il y a 5 ans et quelqu'un d'autre vient et rejoint, par exemple, l'équipe et écrit du code et qui chamboule la logique que vous avez, enfin, la logique que vous avez utilisée, par exemple, il y a 5 ans. Vous allez, par exemple, vous avez travaillé sur une fonctionnalité, la login page, par exemple, et vous avez écrit pas mal de code source de ce côté-là. Et un autre développeur rejoint l'équipe après et on lui dit de rajouter des aspects sur la login page et il vient, il rajoute ces aspects-là. Et pour lui, le code marche très bien. Le problème est que il ne savait, quelqu'un qui avait travaillé sur ce code source il y a très longtemps avait fait un certain nombre de choses. Et lui, en ignorant ces aspects-là, il a rajouté juste le code qu'il voulait rajouter et ça a causé des bugs. Grâce aux tests, vous pouvez éviter ce genre d'erreurs, par exemple. Il faut savoir que en matière de tests aujourd'hui, nous avons les tests unitaires, les tests unitaires, les tests d'intégration et les tests de fonctionnalité. Les tests unitaires vous permettent de pouvoir tester des unités de code. Quand on parle d'unité de code, c'est une fonction, par exemple. C'est un bout de code qui fonctionne indépendamment d'autres bouts de code. Enfin, excusez-moi la répétition, mais c'est comme ça qu'il faut voir la chose. C'est du code, enfin,
c'est du code, enfin, comment, je sais pas comment c'est une unité de code, quoi. Vous voyez ça, comme je le dis, c'est une unité de code. Du coup, et quand on dit par exemple que votre code est testable, c'est-à-dire que du point de vue test unitaire, hein, ça veut dire que vous avez suffisamment séparé votre code en unités de code. Et d'ailleurs, les tests unitaires ne sont pas là juste pour vous compliquer la vie. Et ça vous permet de respecter, par exemple, l'un des principes de Solid qui est Single Responsibility, c'est-à-dire ce principe-là qui vous amène à séparer votre code, à séparer suffisamment votre code. En séparant votre code, c'est que vous ne perdez rien. Ce code-là, vous allez probablement le réutiliser peut-être ailleurs, au fait. Et ça vous permet de pouvoir bien tester votre application quand votre code est suffisamment séparé. Maintenant, il y a les tests fonctionnels, enfin les tests d'intégration. Les tests d'intégration, ça vous permet de pouvoir tester plusieurs unités de code ensemble. Je peux prendre un exemple très simple. Vous avez un bouton, vous avez testé correctement ce bouton-là, ça marche très bien. Par exemple, vous pouvez avoir un comportement où quand on clique sur le bouton, ça déclenche un toast. Vous avez déjà testé le toast aussi de son côté. Maintenant, un test d'intégration va vous permettre de tester, par exemple, que quand on clique sur le bouton, est-ce que le toast vient? Ça, c'est un test d'intégration, par exemple, côté Fontaine. Donc, les tests d'intégration vont vous aider à tester des comportements dans votre application. Maintenant, il y a les tests de fonctionnalité où, par exemple, on va tester, par exemple, la login chancy et la connexion marche. Quand on clique sur le bouton, quand on remplit les champs avec les données utilisateurs qu'il faut et qu'on clique sur le bouton pour se connecter, la fonctionnalité de connexion fonctionne très bien. Maintenant, pour pouvoir faire ces tests-là, il y a Vitest et Chest qui vous permet de faire les tests unitaires. Bon, Play, ouais, je ne maîtrise pas trop, mais je connais SideForce pour faire les tests d'intégration et les tests de fonctionnalité. Donc, c'est ce que je peux vous dire par rapport en ce qui concerne la qualité de code. Maintenant, je vais vous parler d'une notion qui est quand même assez, enfin, qui n'est pas assez exploité, je trouve, aujourd'hui. Pourtant, alors que c'est quelque chose enfin, qui a pas mal d'avantages et qui pourrait servir à beaucoup de développeurs front-end. Il s'agit des web components. Aujourd'hui, il faut savoir que, genre, côté navigateur, il y a des API. Enfin, il y a des API natifs côté navigateur aujourd'hui pour pouvoir créer vos propres composants. Quand je dis vos propres composants, c'est que vous pouvez créer vous-même vos propres tags HTML. Vous savez, il y a la balise qui et ce tag-là. Vous pouvez créer vous-même votre propre balise HTML, par exemple, picker. Le problème est que c'est du vanilla JavaScript. Vous pouvez prendre ce code-là et l'amener dans un projet React, ça va fonctionner. Vous amenez ça dans un projet Vue.js, ça va fonctionner. Maintenant, la question que vous allez peut-être me poser tout de suite, c'est que si vous écrivez du style CSS sur ces composants-là, est-ce que ce style CSS ne va pas affecter, par exemple, un composant que j'ai créé et que je l'utilise sur un projet React et que je l'emporte maintenant sur un projet Vue.js et le projet Vue.js est écrit dans un design système donné. Est-ce que les styles que j'ai écrits sur ce composant-là ne vont pas affecter ce design-là? Il y a ce qu'on appelle le Shadow DOM qui vous permet de pouvoir créer ce qu'on appelle, de pouvoir avoir dans votre DOM, le DOM que vous avez au niveau de votre navigateur, un DOM alternatif, une sorte de DOM fantôme, et dans lequel, ce DOM-là, on dit que c'est un Shadow DOM parce que ce DOM-là est invisible au niveau du DOM réel, quoi. Le DOM réel que vous avez l'habitude de manipuler avec du JavaScript. Le DOM fantôme là est complètement invisible pour ce DOM-là. C'est-à-dire que si au niveau de ce DOM, vous avez des styles qui devraient normalement affecter les boutons sur toute l'application, ça ne va pas affecter le DOM réel parce que c'est dans le DOM et fantôme. Du coup, aujourd'hui, vous pouvez combiner par exemple l'API des custom elements ou des HTML templates pour pouvoir réaliser un composant avec du style qui ne va pas affecter par exemple d'autres composants. Et par rapport à ça, je crois, dans la semaine, j'ai suivi une discussion dans Python Bénin où il y avait Carlos qui avait proposé, qui avait posé un problème. Je crois qu'il travaillait sur un projet où il utilisait Chakra UI. Et sur ce projet-là, il avait besoin d'une date picker et il n'avait pas assez de temps pour pouvoir réaliser la date picker. Et il fallait trouver une solution pour pouvoir développer et avoir une date picker très vite sur son projet.
il pourrait utiliser une data picker qui est réalisée, par exemple, dans, je sais pas moi, euh, dans n'importe quel framework, Angular, Vue.js, par exemple. Et si je suppose que sur son projet, il utilise React, il pourrait utiliser une data picker qui est réalisée, par exemple, avec il pourrait utiliser une data picker qui est réalisée, par exemple, je disais, s'il utilise son projet React, il pourrait utiliser une data picker qui est réalisée avec Vue.js et utiliser l'API des custom elements pour pouvoir englober, genre, pour pouvoir wrapper et la data picker et combiner avec du Shadow DOM et s'assurer que le style de la data picker ne puisse pas affecter les autres éléments du DOM. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, l'API, enfin, c'est cette notion-là, l'API, les web components pouvaient le servir à résoudre son problème. C'est vrai que c'est assez poussé, et comme, enfin, ça va demander énormément, ça va demander quand même pas mal de travail, mais le travail là ne serait pas aussi énorme que s'il devrait réaliser la data picker from scratch, quoi. C'est juste qu'il prend un data picker qui existe et puis il utilise les web components avec le Shadow DOM pour pouvoir adapter le comportement et dans son environnement React avec Chakra UI. Pour ne pas aller un peu plus, enfin, je vais continuer pour ne pas paraître plus long sur ce sujet-là. Maintenant, il faut savoir qu'aujourd'hui, côté front-end, il y a des outils qui vous permettent de pouvoir faire ce qu'on appelle du statistic generation, c'est-à-dire la génération de sites statiques et du SSR pour server-side rendering. La génération de sites statiques, c'est comment, enfin, c'est un moyen de pouvoir générer une page web de façon statique, c'est-à-dire que quand vous utilisez les outils qui vous permettent de pouvoir générer enfin, ce sont des technologies que vous allez beaucoup utiliser pour pouvoir faire, par exemple, des landing pages pour des clients, plutôt que de développer une application, plutôt que d'avoir un fichier HTML où vous développez, où vous écrivez tout le style de la landing page, et vous écrivez tout le code HTML, vous allez pouvoir bénéficier toujours des frameworks que vous avez appris lors de votre formation en front-end, c'est-à-dire un framework comme React ou Vue.js pour pouvoir générer un site statique que vous allez mettre à disposition à votre client pour ce qui est de la génération de sites statiques. Avec ça, vous pouvez développer les landing pages, comme je l'ai dit tout à l'heure, des sites de documentation assez facilement en utilisant vos outils favoris, React, Vue.js, et puis je sais pas, il y a Astro, il y a plein d'autres outils qui vous permettent de pouvoir générer des sites de façon statique. Maintenant, il y a maintenant le server-side rendering. Le server-side rendering, c'est... Enfin, bon, personnellement, moi, je n'ai pas beaucoup utilisé le server-side rendering lors de mon parcours en tant que développeur front-end. Mais ce que je peux dire tout de suite par rapport à ça, c'est que c'est un outil qui va vous permettre de pouvoir générer du contenu HTML côté serveur. Et ce contenu HTML-là sera envoyé au navigateur pour que le navigateur puisse rendre ce contenu. Ce qui fait que quand la page charge, premièrement, la page charge très vite au fait. Et c'est après que vous allez mettre peut-être un loader sur la page, le temps que le code HTML qui soit généré côté serveur va se générer, ça sera envoyé côté client pour que le navigateur puisse le rendre. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les PWA. Quand vous travaillez, enfin, il y a ce qu'on appelle les PWA. Avec les PWA, l'idée derrière les PWA, c'est de pouvoir avoir une application web qui sera parfaitement fonctionnelle sur mobile et sur du desktop également. C'est-à-dire que votre application sera installable, qu'on pourra même installer l'application. Enfin, c'est pas comme une APK que vous allez installer sur votre téléphone mobile, mais vous allez développer votre application web et il y a des boutons que l'utilisateur peut utiliser côté navigateur pour pouvoir installer l'application sur sa machine. Et il y aura même le logo de l'application si c'est sur un téléphone Android, il pourra lancer l'application directement à partir du logo.
Maintenant, pour ça, il y a pas mal d'outils qui permettent, qui facilitent, par exemple, le développement des PWA. Parce que quand on veut développer des PWA, on doit s'assurer, par exemple, que même quand la personne n'a pas de connexion, que l'application puisse fonctionner correctement. Grâce et, par exemple, au storage, il y a un API côté navigateur qui permet de stocker des données côté utilisateur. On peut se servir du storage comme cache pour pouvoir enregistrer un certain nombre de données, par exemple. Il y a les WebSockets qui va permettre, par exemple, d'avoir des notifications instantanées depuis ta PWA pour que l'utilisateur puisse avoir l'impression qu'il est sur et des applications natives Android, par exemple. C'est-à-dire que la personne aura des notifications en temps réel ou, si possible, même des notifications push. Donc, c'est à ça que c'est les PWA. Avec les PWA, vous pouvez développer votre application est portable sur pratiquement tous les devices. Pour continuer, voilà, il y a enfin autre chose que vous devez savoir peut-être au niveau de l'écosystème, enfin sur le développement front-end, il y a les systèmes, les stratégies d'authentification qui existent, authentification JWT, OAuth 2.0, SSO, Basic Auth. Lors du développement des applications, vous serez confronté à des situations où vous devez implémenter un système d'authentification. Du coup, vous documentez sur ces aspects-là, vous serez quand même bénéfique lorsque vous serez dans des situations où il faut intégrer une API d'authentification. GraphQL, personnellement, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, moi, par exemple, lors de mon parcours. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les API GraphQL, c'est les API GraphQL, quand un client veut consommer une API GraphQL, par exemple, contrairement aux API, par exemple, de REST, le client peut préciser exactement le genre de les données qu'il veut, donc il peut préciser, il peut demander, il peut mettre dans la requête les données dont il a besoin, au fait. Et c'est ces données-là qui lui seront envoyées pour exploitation. Il faut savoir aussi que si vous êtes un développeur front-end aujourd'hui, vous maîtrisez correctement les technologies pour pouvoir développer des applications. Vous êtes à l'aise avec le JavaScript. Il y a d'autres horizons qui s'ouvrent à vous. Vous pouvez développer des applications desktop avec Electron. Vous pouvez développer assez facilement des applications avec Flutter si vous êtes à l'aise avec du JavaScript. Vous pouvez développer vous pouvez faire du Flutter web. Vous pouvez faire du Flutter web toujours pour les applications desktop. Maintenant, côté mobile, vous pouvez développer des applications sous Android, enfin des applications avec React Native, des applications hybrides qui vont fonctionner sur Android et iOS. Vous pouvez utiliser Flutter enfin, c'est les outils que vous pouvez utiliser. C'est toujours du JavaScript qui est derrière pour faire fonctionner ces outils-là. Donc, je pense que c'est ce que je peux dire. Enfin, voilà et la roadmap présentée dans son intégralité. Il y a des éléments que moi-même, je ne maîtrise pas, par exemple. Donc, tout ce que je peux vous dire à des gens qui veulent se lancer dans le développement front-end, c'est déjà de maîtriser les bases, c'est-à-dire le HTML, le CSS et le JavaScript, si bien que quand un projet vient, quand on fournit une maquette au développeur, quand on fournit la maquette au développeur pour qu'il puisse travailler sur le projet, qu'il puisse être à l'aise. Parce qu'on connaît beaucoup de développeurs front-end aujourd'hui qui ne savent pas intégrer du tout des maquettes. Maintenant, en tant que développeur front-end, puisque toi, tu es là pour développer des interfaces utilisateurs de qualité et le développeur front-end doit avoir une certaine, je sais pas, doit être attiré par tout ce qui est design de qualité. Il doit avoir une affinité pour le design. Enfin, voilà le thème, en fait. Il doit avoir des affinités pour le Il doit design. aimer l'esthétique. Oui. Il doit aimer l'esthétique. Oui, il doit aimer l'esthétique. Voilà, il doit aimer l'esthétique pour pouvoir réaliser des interfaces de qualité. Je me rappelais quand j'étais développeur back-end et que j'avais commencé par travailler en tant que front-end, je savais juste manipuler Vue.js à l'époque et des outils de l'écosystème de Vue.js. Mais
franchement, aujourd'hui, je pense que ça ne faisait pas de moi un développeur front-end. Parce que tout ce que je développais comme interface utilisateur, c'était moche. Et quand on m'amène sur un projet pour que et on me demande par exemple de rajouter certains aspects sur le projet et je dois développer des vues, comme je ne savais pas intégrer à l'époque, c'était très compliqué pour moi. Donc, si vous êtes un développeur, si vous prétendez être un développeur front-end et que, par exemple, on vous demande d'ajouter une fonctionnalité et que la vue même que vous devez développer, vous n'arrivez pas à développer cette vue-là, c'est quoi vous voulez implémenter comme fonctionnalité. Ça ne va servir à rien au fait. Donc, maîtriser le HTML et le CSS correctement jusqu'à ce que vous pouvez intégrer, je ne sais pas moi, LinkedIn, et les interfaces de LinkedIn et maîtriser la manipulation de DOM le plus possible et de sorte à pouvoir implémenter n'importe quel composant, c'est-à-dire un picker avec du vanilla JavaScript, un drop-down. Maintenant, c'est après que les outils qui sont là pour vous faciliter la tâche, vous allez les apprendre et vous serez beaucoup plus à l'aise. Maintenant, pour finir, je vais parler d'architecture. Aujourd'hui, il faut savoir que quand vous travaillez avec les frameworks, ou même si vous faites du vanilla JavaScript, la façon dont vous allez organiser votre code sera déterminant pour le futur de votre projet. C'est-à-dire que si vous organisez mal votre code au début, vous aurez du mal à maintenir votre code source. C'est vrai que quand on parle d'architecture, souvent, c'est plus les backends qui sont... enfin, c'est l'architecture, quand on parle d'architecture de projet, c'est quelque chose qui est beaucoup plus considéré au niveau du développement back-end. Mais je pense que côté front-end aussi, il faut savoir très bien architecturer son code. Je pense qu'il y a pas mal d'architecture et MVC, il y a plein d'architectures qui existent aujourd'hui. Il y a aussi les principes qui vous permettent de pouvoir bien organiser votre code, c'est-à-dire le principe solide, par exemple. Je pense que ces choses-là sont là pour vous permettre de pouvoir mieux organiser votre code. Je pense que même côté front-end, vous pouvez appliquer la clean architecture de OncleBlock, par exemple, sur votre projet et faire un truc vraiment qui sera maintenable, au fait. Donc, c'est le petit plus que je compte rajouter par rapport à la roadmap. Maintenant, mon expérience. Je pense que là, j'ai déjà fait pratiquement 1 heure pour ne pas être trop long et pour vous permettre de pouvoir poser beaucoup de questions. Je vais vous dire juste que, bon, j'ai commencé dans ma carrière en tant que développeur. Enfin, là, actuellement, je suis dans ma 5e année d'expérience, je pense bien, oui. J'avais commencé en 2018. Je suis dans ma 5e année d'expérience. J'ai fait principalement trois boîtes. J'ai fait TMD, j'ai fait Fast Force. Aujourd'hui, je suis à PageJunia. J'ai commencé en tant que développeur back-end. Je savais faire du Vue.js. Je maîtrisais quelques outils de l'écosystème de Vue.js. Mais quand j'avais intégré TMD au début, c'est la première boîte où j'ai eu à travailler, il y avait énormément de développeurs back-end et très peu de front-end. Et vu que je me disais que, enfin, moi, le front-end, c'était quelque chose qui m'intéressait à l'époque, je me suis proposé à être un développeur front-end pour la boîte. Et c'est comme ça que du développeur back-end, je suis passé à développeur front-end en contrat dans la boîte. Et j'ai fait 3 ans, banalement, dans la boîte en tant que front-end. Et c'est là que j'ai appris pas mal de choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé Fast Force. Après, je suis venu à PageJunia. Maintenant, de façon ramassée, c'est mon expérience. C'est mon expérience en tant que front-end. Là, je suis dans ma 5e année en tant que développeur front-end. J'ai eu à réaliser pas mal d'applications. Bon, après, s'il y a des gens qui veulent savoir des projets que j'ai réalisés, on peut me contacter après une pause. Je vais vous laisser le temps de poser vos questions. Donc, ok, merci Onésime pour ton partage. Merci pour ce que tu as présenté. C'était intéressant. Je pense que maintenant, ceux qui sont dans le chat savent réellement c'est quoi un développeur front-end. Il ne suffit pas juste de savoir intégrer des API avec React ou Vue pour se dire front-end. C'est beaucoup plus profond que ça. J'aimerais faire quelques apports. J'ai suivi le mythe, quelques apports et tout. Et après, si les gens veulent poser des questions, faire des apports, ils vont le faire. Donc, je vais laisser la parole à après, je vais laisser la parole à Gildas. Mais pour l'instant, voilà les apports que je voudrais faire, en fait.
Déjà, au niveau du CSS, tu as commencé déjà par expliquer que le CSS, ça faisait partie des bases, au fait, front-end. Il n'y a pas de front-end aujourd'hui sans CSS. C'est-à-dire, tu ne peux pas te prétendre être un développeur front-end si tu fais en CSS, parce que le front-end, comme tu l'as dit, c'est un individu, c'est un développeur qui s'occupe de tout ce qui est aspect visuel d'une application. Donc, par conséquent, si le développeur qui se dit front-end n'est pas capable de pouvoir représenter des interfaces, n'est pas capable de pouvoir intégrer des maquettes, aujourd'hui, il n'est pas encore front-end. Maintenant, j'aimerais revenir sur les parties architecture. Au fait, par rapport à l'architecture, tu as parlé de BME et tout. BME, au fait, c'est plus une convention, pas une architecture. Donc, je vais laisser peut-être un lien qui va, pour des gens peut-être vont lire, peut-être que je partage mon écran, je ne sais pas trop. En fait, BME est plus une convention qu'un truc. En termes d'architecture, on a plus, au fait, le SMAC CSS. Le SMAC CSS est plus une architecture CSS, au fait. Et le SMAC CSS, c'est une architecture. Bon, je partage mon écran. J'avais les pages, je voulais vérifier ça. Ok, j'arrête le partage. Ok. Donc, je pense que je peux partager maintenant. Ok. C'est bon, vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. Non, non, Oui, c'est oui. figé. C'est Ah, bon? maintenant, Voilà, c'est c'est bon. bon, c'est bon, c'est Ok, bon. donc je disais qu'en fait, le SMAC CSS, c'est beaucoup plus au fait une convention, une méthodologie de nommation, comment on dit ça, de nommation des classes. Il y en a plusieurs. Il y a l'OCSS et tout. Bon, voilà, je vais vous envoyer le lien, vous allez plus consulter et tout. Et il y a aussi l'Atomix aussi, qui est en fait voilà, des conventions. Mais en termes d'architecture, on a beaucoup plus le SMAC CSS et tout. J'ai le livre là, je vais essayer de. En fait, le SMAC CSS, comme c'est là, c'est Scalable and Modular Architecture for CSS. Genre, c'est un outil, enfin, je sais pas le télécharger. Ok, je télécharge ça. En fait, c'est une méthode, au fait, qui va t'expliquer comment il faut structurer. Parce qu'à un moment donné, le code CSS devient assez volumineux, au fait. Donc, tu te retrouves avec 2000 lignes de code pour coder une application. Donc, ici, le SMAC CSS, comment dire, il va t'expliquer en réalité comment il faudrait que tu structures ton code CSS. C'est-à-dire, il va te dire, par exemple, pour écrire ton code CSS, comme structure, il faudrait commencer d'abord par les éléments de base. C'est-à-dire, lorsque tu as ta feuille de style CSS, il faudrait commencer par styliser tout ce qui est éléments de base. Puis après, les layouts. Bon, tout ce qui est éléments de base, on a les styles H1, les paragraphes, les divs. Il faut maintenant commencer par styliser tout ce qui est layout, c'est-à-dire les navigateurs, enfin, tous les navigateurs, comment on appelle, la navbar, la sidebar et tout. Et puis, il y a les modules, voilà, peut-être un composant, des trucs comme ça. Et puis, il y a les states, is active, is disabled, is ceci. Donc, c'est un truc assez intéressant. Je l'avais lu avant, quand je faisais du CSS brut et tout. Donc, quand tu parlais d'architecture, ça m'a rappelé, au fait, ça m'a rappelé ça. Ça m'a rappelé ça tout simplement. Donc ici, le BME, bon, selon moi, hein, c'est beaucoup plus au fait des conventions de nommation de classe. Dans le BME, tu verras des deux tirets, par exemple. Tu fais, par exemple, article, point article, tiret, article title. Tu vois, ça serait des trucs comme ça. Donc voilà la première chose que je voulais dire par rapport à ça. Maintenant, par rapport aux prépossesseurs également, tu as oublié less plutôt. En fait, en réalité, il n'y a pas que SAS. Bon, évidemment, tu as parlé de SAS. En fait, j'aimerais juste que, comme on est en présentation, en fait, il n'y a pas que SAS. Il y a Stylus, il y a less, et puis il y a SAS. Il faut juste comprendre que, bon, selon moi, hein, il y avait déjà une guerre entre SAS et less. Donc, c'est plus SAS qui est beaucoup plus utilisé dans le monde du dev, au fait, dans le monde du développement. Et au fait, le rôle de SAS, c'est quoi? À un moment donné, au fait, le SAS est là pour pouvoir au fait customiser ou bien pour pouvoir, ça devient comme un langage de programmation. On pousse le CSS à un niveau où voilà, on peut écrire des fonctions, on peut écrire des méthodes pour pouvoir en fait automatiser ou bien pour pouvoir encapsuler une certaine logique de code. Donc tu n'étais pas revenu par rapport à ça, puisque moi, pour moi, j'estime que le CSS est vraiment important. C'est pourquoi j'insiste sur ces éléments-là. Et l'autre chose que tu n'as peut-être pas soulevé, je ne sais pas, je viens de me rappeler, c'est l'inspecteur ou bien le navigateur. Le développeur front-end, c'est quelqu'un qui est familier au navigateur. Donc, il connaît au fait ce qui est l'inspecteur de code. Mon inspecteur est de l'autre côté.
il connaît ce qu'est l'inspecteur de code, il sait manipuler l'inspecteur, il sait au fait chercher il sait quand il veut développer une application, il sait au fait quel outil utiliser dans l'inspecteur, enfin, il connaît au fait tous les aspects de l'inspecteur. Donc, par exemple, pas besoin de Postman souvent. Si vous allez dire l'onglet réseau, vous pouvez dire ici sur tout ce qui est trafic de votre application, etc., etc., et tout. Et Onésime, tu étais revenu par rapport à quelque chose. Il y a quelqu'un qui tu étais revenu par rapport à quelque chose, par rapport en fait à la compatibilité. Donc, comme tu l'as dit, le CSS comme le JavaScript, c'est des trucs qui ont vraiment évolué et ça faisait que les navigateurs n'arrivaient pas en fait à suivre. Donc, du coup, au niveau du JavaScript, par exemple, les gens utilisent ce qu'on appelle des polyfills. Donc, c'est des fichiers, au fait, souvent beaucoup plus au niveau de ES Explorer. C'est des fichiers qu'on utilisait, au fait, pour pouvoir, au fait, rajouter des fonctionnalités pour que des sections ou bien des fonctionnalités, ou bien des fonctions, ou bien des méthodes puissent fonctionner avec des versions anciennes des navigateurs. Et valable aussi pour le CSS. Donc, au niveau du CSS, on peut utiliser par exemple pour CSS, comme tu l'as dit. Je vais vous envoyer les liens. CSS, post CSS, où c'est des outils qui vont te permettre de transformer en fait ton code CSS en un code beaucoup plus compréhensible par les navigateurs. Par exemple, ici, c'est là. Bon, voilà, en tout cas, je ne veux pas trop traîner. Donc, je vais vous envoyer les liens. Voilà un peu ce que moi, je voulais apporter. Je ne sais pas, Onésime, si tu as des choses à dire par rapport à ça. Je trouvais quand même que, comme on était plus dans le front-end, comme tu n'avais pas le temps, peut-être tu n'as pas pu brasser tous ces éléments importants-là. Ça m'est revenu maintenant, donc je me disais que c'était peut-être important pour que les gens puissent savoir en fait ça. Donc, je ne sais pas si tu as des choses à dire par rapport à ces éléments-là avant qu'on ne prenne des questions. Non, 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 Jacob. Merci d'avoir rappelé ces éléments-là qui sont vraiment, ces éléments-là sont indispensables aujourd'hui pour tout développeur front-end. Merci de les avoir soulignés. Je n'ai pas d'autre chose à rajouter à part le fait que s'il y a des gens dans l'Assemblée qui a d'autres apports, vous pouvez aussi dire ce que vous avez pour enchérir le partage. Ok, donc je laisse la parole à Gidas, donc qui va conduire le reste de la discussion. Alors, Gidas, je ne sais pas si tu es là. Oui, je suis là. Merci Jacob pour ton apport. Tu as donné plus d'éclaircissements tu as appuyé tout ce que Onésime avait dit et tu as rajouté d'autres éléments qui étaient vraiment très importants. Donc, vraiment, merci à toi. J'espère que beaucoup ont appris comme moi. Il y a des éléments que je ne maîtrisais pas avant, mais ce soir, je vais dormir moins bête. OK. Dans le mythe, si des gens ont des questions, veuillez lever la main ou soit écrivez dans le chat. Oui, Gojanda. Non, j'ai pas levé la main, j'ai pas levé la main. Monsieur Trinité Amoussou. Oui, vous pouvez parler. Bonsoir, Yvonne. Bonsoir. Bonsoir à toute la communauté. Bonsoir, Onésime. Bonsoir, Jacob. Bonsoir. D'après la présentation de Onésime, de Sir Onésime, au niveau S'il te de... plaît, on ne te reçoit pas bien. Tu peux enlever ton écouteur si c'est ça qui bloque. Le volume est faible, quoi. Un instant. Bon, en attendant, on peut passer à quelqu'un d'autre d'abord, le temps qu'il Vous règle son problème m'entendez? technique. C'est bon, c'est réglé? Monsieur Trinité. Oui, oui, OK. oui. Bon, j'ai suivi la présentation de Sir Onésime et j'ai quelques questions. La première, c'est d'abord au niveau de lorsqu'il abordait l'aspect API. Il a parlé de fetch quelque part. J'aimerais savoir si de nos jours, je pense que Fetch n'est plus trop utilisé compte tenu de sa complexité. Donc, beaucoup utilisent plus Axios que Fetch. Maintenant, je ne sais pas
parce que au niveau de sa présentation, il n'a pas tenu compte de Azios. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'utilise pas Azios ou si c'est parce que Azios n'est pas trop recommandé. En plus de cela, au niveau des packages, il a tenu compte de NPM uniquement, alors que il y a plus Yann qui est utilisé, mais il y a moins de documentation sur Yann. Bon, ça, c'est mes premières questions à chaud. Et S'il te plaît, je te coupe pas. Onésime, tu notes les questions pour ne pas oublier. Ok, ok, ok. Je prends note, Jacob. Ok, d'accord, merci. Onésime, tu veux répondre maintenant? Bien, bon, on prend d'autres questions d'abord et tu vas tout répondre à la fin. Je pense que c'est mieux de répondre en même temps. Donc, tu Comme veux ça, répondre le au sujet chaud. est fraîche dans ma tête et puis je peux Hmm. répondre avec le Ok. plus de temps possible. Oui, déjà par rapport à Fetch, personnellement, moi-même, j'utilise beaucoup Axios sur mes projets, les projets sur lesquels je travaille. Il faut savoir que j'ai utilisé la roadmap. J'ai tenu compte des éléments qu'il y avait sur la roadmap pour pouvoir présenter. Sinon, par rapport à chaque outil, si on doit regarder dans l'écosystème ce qui existe, il y a plusieurs outils qui vont te permettre aujourd'hui de faire des requêtes à Jazz, tu vois. Donc, c'est pas, je n'ai pas parlé de Fetch parce que c'est ce que j'utilise au quotidien ou que c'est le meilleur. Non, pas du tout. Euh, j'ai parlé de Fetch parce que c'était ce qui était sur euh, la roadmap. Ce qui était important pour moi, c'est de vous dire juste que sachez qu'il y a un élément qui existe qui vous permet de pouvoir faire des requêtes, de pouvoir récupérer les inputs des utilisateurs et de les envoyer au backend. C'est tout ce qui est important. Si vous l'avez compris ça, je pense que j'ai dit l'essentiel. C'est bon par rapport à toute première question. Hmm? oui, Maintenant, oui, oui. oui, la deuxième question, c'est par rapport au fait que je n'ai pas parlé de Yarn. C'est bien ça, hein, le gestionnaire de paquets Yarn. C'est bien ça. OK. C'est aussi pareil. Sur des projets, j'utilise NPM. On sait tous ici que quand on fait les installations de librairies, de dépendances avec Yarn, ça va très vite, contrairement à NPM. Je ne sais pas si d'autres personnes ont remarqué ça. Moi-même, sur des projets, j'utilise Yarn, comme je peux utiliser PNPM sur d'autres projets. Si j'ai parlé de NPM beaucoup plus, c'est parce que NPM était sur, et c'est le principal, quoi, tu vois, et c'est ce qui était sur la roadmap. C'est pour cela que j'ai parlé de ça. Je pense que j'ai parlé de PNPM et autres choses qui étaient sur la roadmap. Il n'y avait pas que NPM. Je ne sais pas si ça répond aussi à ta préoccupation. Oui, oui. Ok, parfait. Maintenant, en réalité, bon, j'ai constaté aussi que tu n'as pas trop tenu compte. Bon, je me dis que c'est, comme tu l'as dit, en fonction de ce qui est présent, ce qui était présent sur la roadmap. Sinon, j'attendais plus l'aspect des librairies, parce que tu as parlé de framework, mais je sais que dans le développement web, surtout le front-end en particulier, compte tenu de la complexité de certains projets, il y a lieu d'utiliser des librairies pour aller vite. Un peu comme par exemple lors de la conception des diagrammes, des chats, on utilise la PS Chat pour pouvoir aller plus vite. Donc, je ne sais pas si tu peux rapidement parler de cette librairie-là ou carrément nous donner une ressource sur laquelle on peut aller trouver toutes les librairies possibles pour pouvoir aller plus vite dans le développement de nos projets. Ok, merci pour la question. Déjà, s'il y a d'autres personnes dans l'Assemblée qui pensent que genre, ce que je dis peut être renchéri, n'hésitez pas à lever la main et à donner votre avis. Déjà, par rapport à cette question, en fait, l'objectif de la présentation, c'était de brosser un peu l'écosystème, enfin, de brosser un peu la roadmap du développement front-end
et de montrer aux gens ce qu'il y a aujourd'hui à connaître principalement pour pouvoir prétendre, enfin, qu'on est développeur front-end. Enfin, l'objectif, c'est pas de dire que voilà, je suis développeur front-end, je suis développeur front-end. C'est de savoir juste tout ce qu'il faut maîtriser pour être un développeur front-end. Maintenant, les librairies, c'est plus des outils qui sont dans l'écosystème du développement front-end. Par exemple, si par exemple, je me mets à parler de certaines librairies, enfin, une librairie, enfin, de certaines librairies, par exemple, les gens vont me dire que eux, ils sont peut-être des développeurs React, que pourquoi je parle que de Vue.js. D'autres personnes vont me dire que eux sont des développeurs Angular, pourquoi je parle que de React, tu vois. Au fait, il faut savoir que, genre, si je vais me mettre à présenter l'écosystème d'outils qu'il y a au niveau de Vue.js, le code ne va jamais s'arrêter, quoi. Il faut savoir juste qu'il y a énormément d'outils. Si, par exemple, tu es en train d'utiliser la librairie React, par exemple, tu veux connaître les outils qu'il y a dans l'écosystème de React, ce que tu peux faire, par exemple, c'est faire juste des recherches, de savoir les meilleurs outils qu'il y a dans l'écosystème de React. Je sais pas si tu, je sais pas si ça répond à ta préoccupation ou d'autres personnes ont des apports pour enchérir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des apports ou bien des remarques? Bon, moi j'ai un truc à dire. Je ne sais pas si c'est vraiment un apport. Euh, bon, déjà, Trinité, tu disais au fait que pourquoi Noisy n'avait pas parlé de Yarn, etc., etc. Et pourquoi c'est déconnecté. On peut continuer. Ou bien, euh, euh, on continue. Si, Gida, je te laisse la parole. Oui, bon, actuellement, on n'a plus d'autres questions dans le Meet, hein. Non. Il n'y a pas de Bon, questions. moi, j'ai une question pour toi. Moi, j'ai une question pour toi. Pourrais-tu nous fournir un exemple concret de projet qui met en valeur les compétences fondamentales du développeur front-end? Euh, Un un, exemple de projet. un exemple de projet qui met en valeur, enfin, un exemple de projet, par exemple, euh, il y a Twitter, OK. il y a Twitter, par exemple, qui est là. Je pense qu'il y a Tailwind CSS, la documentation de Tailwind CSS, par exemple, je crois que c'est fait en Nest.js. Onésime, je ne te coupe pas, hein. Est-ce que tu as un Oui. projet là actuellement que tu peux nous montrer, open source, hein, ou bien que tu peux nous montrer, où tu as fait un certain nombre de choses, voilà, voilà quoi, en termes d'architecture, enfin tout ce que tu as cité là, au moins tu as fait un certain nombre d'étapes dedans. Je pense que Gilda, c'est un peu plus ça, non? Oui, 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 oui. Donc Ok, si tu as un projet là qu'on peut voir, ok, pas, Si tu as des pas projets en ligne, tu peux partager les pas- liens. c'est-à-dire, si tu as le code source là, tu peux nous montrer là. Tu dis que j'ai utilisé par exemple ici, j'ai choisi par exemple les services parce que j'ai les codes. Voilà quoi. bon, ok. Bon, ce que je peux déjà vous montrer, ce sont des choses que, enfin, des projets. J'ai mis un lien dans le chat. Ça, c'est une librairie que j'ai développée. Je pense que ça met en valeur et tout ce que, enfin, par exemple, j'ai utilisé React sur ce projet. J'ai utilisé pas mal de choses qu'un développeur front-end doit connaître sur ce projet-là. Maintenant, les projets que je peux montrer, j'ai beaucoup travaillé sur des projets privés, des projets qui sont parfois déployés sur des serveurs des entreprises. Et je n'ai même pas accès à ces projets-là, au fait. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je peux OK. déjà vous montrer les projets qui sont dans l'open source. Euh, par Ton exemple, écran n'est pas partagé. OK, mon écran n'est pas partagé. OK, je partage rapidement mon écran. OK, parfait. Je prends ça. OK, parfait. Euh, déjà, vous voyez mon écran? Si, si, on voit ton écran. OK, parfait. Déjà, tout ça sont des projets que je peux montrer assez rapidement. Atom PUI, voilà, parfait. Ça, c'est un projet que j'ai développé.
C'est le projet open source, hein, c'est-à-dire si vous voulez avoir votre portfolio rapidement, bon, ce portfolio n'est pas à jour, vous pouvez récupérer le code source du projet et faire des configurations et vous allez pouvoir avoir votre portfolio. Maintenant, quelles sont les compétences que ça met en valeur, par exemple? Sur ce projet-là, j'ai utilisé React.js, j'ai utilisé React et Tailwind CSS. Tailwind CSS qui est un framework CSS. Je parlais de framework CSS tout à l'heure. React.js qui est un framework JavaScript. Je parlais de JavaScript tout à l'heure. Donc, il y a pas mal d'aspects que j'ai implémentés sur ce projet-là, notamment le tag, par exemple. Donc, ce sont des choses quand même que c'est important pour un développeur front-end de maîtriser. Je pense que ça, c'est un projet sur lequel je travaille pour quelqu'un que je peux vous montrer. Ça aussi, je peux vous montrer. Oui, bon, je ne sais pas si j'ai toujours les accès. Ça ne marche pas. Bon, ça, c'est une application. Normalement, ce n'est pas censé être accessible au grand public. Normalement, c'est pour une entreprise. C'est une application de gestion de biens que j'ai développée. Je l'avais fait en React à l'époque. J'avais utilisé pas mal de librairies. Il y avait l'autre qui parlait de librairie de chat, enfin, pour réaliser les graphes. J'ai utilisé, par exemple, une librairie pour pouvoir afficher les graphiques. Il y a pas mal d'aspects qui se retrouvent dans ce projet-là. Maintenant, bon, ça aussi, c'est un projet. Bon, normalement, je ne suis pas censé vous montrer ça. Oubliez que vous avez vu ça. Par exemple, il y a ce projet-là. C'est une librairie open source que vous pouvez utiliser pour réaliser des accordéons sur vos projets. Vous pouvez installer la librairie très simplement en faisant yarn add et add headless accordéon. Et ça vous permet de pouvoir avoir des accordéons sur votre projet. Donc, c'est aussi un projet. Un autre projet, par exemple, ça, c'est une tête pique. Bon, je pense que ça, tout le monde est déjà informé de ça. C'est une librairie de dates. Ça vous permet de pouvoir avoir ce genre d'outils sur votre projet et ça vous permet de sélectionner des plages de dates. Maintenant, un autre projet, par exemple, oui, c'est une librairie pour pouvoir faire des selects. La particularité de cette librairie-là, c'est que ça utilise Tailwind CSS. Donc, si vous êtes sur un projet qui utilise Tailwind CSS et vous avez besoin d'un select sur votre projet, vous pouvez utiliser cet outil-là. C'est juste un clone de React Select. C'est juste un clone de React Select. Sur des projets, on a souvent besoin d'avoir des selects avec des fonctionnalités pareilles pour sélectionner une liste d'éléments ou des selects où on peut faire des recherches. On peut chercher, vous pouvez chercher par exemple dans la liste. Donc, la librairie là vous permet d'avoir ça sur votre projet. Maintenant, ce que je peux vous montrer pour finir, par exemple, c'est ceci, AtomPay. C'est un projet que j'ai développé dans le cadre de mon entrée à PayJunia. C'est un landing page avec une application derrière aussi. Bon, tout ça fonctionne sans API. C'est avec des fake data que j'ai développé le tout. Je pense que là, il y a pas mal d'aspects qui sont utilisés. Par exemple, les graphes. J'utilise une librairie de graphes pour pouvoir afficher ça. Quoi encore? Il y a un C'est un drop-down. template qui a utilisé ou bien c'est un mec qui a développé ça? Tout est fait from scratch. Je n'ai pas utilisé de template. Enfin, je n'ai pas utilisé. J'ai utilisé par exemple la librairie CSS Tailwind sur ce projet-là aussi, je pense. Tailwind CSS avec Headless UI. J'ai utilisé Moment.js. Vous pouvez l'installer en PWA également sur votre device. Enfin, là, ça montre même déjà que c'est un projet où j'utilise les PWA. C'est vrai qu'il y aura l'icône et vous cliquez sur le projet, vous pouvez lancer le projet directement sur votre navigateur. Ça, c'est un PWA, par exemple. Maintenant, comme je l'ai dit, je n'ai pas utilisé de template. Il y a des aspects, par exemple, il y a un modal qui est sur le projet. Ce sont de petites choses qu'un développeur front-end doit connaître, par exemple. Il y a des graphiques. Tu peux partager le lien. Oui, au fait, c'est gratuit, hein, c'est gratuit. Comme je disais, bon, c'est même documenté, je pense. C'est le projet que j'avais fourni pour mon entrée à Pétunia, c'est le test que j'ai passé. Je peux partager le lien dans le groupe. Le projet open source, vous pouvez aller voir. Dans le projet, vous allez voir la façon dont j'ai structuré mon code source, par exemple. J'avais une façon de structurer et mon code à l'époque. C'est un peu ça. Le code source est structuré d'une certaine manière. Bon, pas, je pense que ce n'est pas dans le code où je dois parler, je dois expliquer comment le code source est structuré. Sinon, je peux te donner des détails par rapport
à la façon dont le code est structuré. Donc, ce sont autant de projets que je peux vous montrer pour vous, en tout cas, pour vous, enfin, des projets où j'ai utilisé mes compétences en tant que développeur front-end, quoi. Ok, d'accord. Merci à toi. Et j'ai une autre question pour toi. En tant que développeur front-end, est-ce qu'on doit maîtriser tous les frameworks ou bien, bon, tu as la possibilité de maîtriser juste un framework? Est-ce que le fait de maîtriser juste un framework front-end te fait, tu peux affirmer que tu es un développeur front-end ou bien, bon, il faut maîtriser tous les frameworks avant de dire qu'on est développeur front-end? Je pense que ce qui est idéal, je l'ai déjà dit même dans mon partage, c'est de maîtriser correctement le HTML, CSS et le JavaScript qui vous donne les bases. Il faut savoir qu'avec le HTML, CSS, JavaScript, tout ce que je vous ai montré comme projet, je peux le réaliser avec le HTML, CSS, JavaScript. Comme je l'ai dit, les outils, les frameworks sont là pour vous permettre d'aller vite dans le développement de vos projets, au fait. Maintenant, pour moi, il n'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire de maîtriser tous les frameworks. Déjà, quand vous maîtrisez les bases de HTML, CSS et JavaScript, commencez avec un framework ou essayez les frameworks et celui avec lequel vous êtes à l'aise. Enfin, si vous êtes à l'aise avec un framework, utilisez ce framework-là. Maintenant, si vous changez peut-être d'entreprise, vous travaillez peut-être dans l'entreprise Is, par exemple, et que c'est React que vous utilisez là-bas, c'est que je suppose que tu maîtrisais React déjà quand tu es allé dans l'entreprise. Si tu quittes l'entreprise, tu vas dans une autre entreprise et que c'est Vue.js qu'on utilise là-bas, tu vas prendre la main très rapidement parce que ce qui est important, c'est que tu l'as, ce qui est important, tu l'as déjà, c'est-à-dire la base, au fait. Pour moi, il n'est pas important de maîtriser tous les frameworks. Maîtrise juste un seul, celui avec lequel tu te sens le plus à l'aise et avec ça, tu vas pouvoir faire ton parcours correctement. Ok, d'accord. Merci à toi. On a une main levée. Abdul. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdul Wadoud. Je suis développeur front-end et ma technologie principale est Angular. J'aime bien mettre un point d'honneur à réaliser les maquettes qu'on me confie en full HTML, CSS et JavaScript. Mais récemment, je me suis rendu compte que ce n'est pas vraiment optimal pour des projets dont la deadline est vraiment serrée. Donc, ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut vraiment se limiter à juste HTML, à juste le HTML, CSS, JavaScript pour se dire développeur front-end? Parce que j'ai vraiment eu du mal à passer à d'autres frameworks, par exemple Tailwind, parce que je me disais que le HTML, CSS, le full CSS me suffisait amplement pour pouvoir réaliser les maquettes. Merci. Au fait, ta question principale, c'est de savoir, au fait, si on peut juste se limiter au HTML, CSS, JavaScript pour dire qu'on est développeur front-end, c'est ça, hein? Ouais, c'est bien ça. Ok. Bon, déjà, quand tu prends le HTML, CSS, tu es d'accord avec moi que tu peux faire n'importe quelle interface utilisateur. Au fait, c'est une question, au fait. J'attends une réponse de ta part. Allô, il est là? Ouais, je suis là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ok, si on part de ce postulat, ça veut dire que genre, si je maîtrise correctement le HTML, le CSS et le JavaScript, je peux dire que je suis un développeur et front-end parce que j'arrive à faire le travail qu'on me demande. Maintenant, comme toi-même tu l'avais souligné et je l'avais déjà même dit plus haut, hein, c'est-à-dire que si vous maîtrisez le HTML, CSS et le JavaScript correctement, le problème auquel vous serez confronté, enfin, vous aurez ce problème-là où genre, et quelqu'un va venir vous voir, il va vous dire qu'il veut un site en une semaine, au fait. C'est pour cela des gens, ils ont développé des outils qui vont te permettre d'aller plus vite, au fait, dans ton travail. Je sais pas si tu le vois. Maintenant, c'est pas maîtriser ces outils-là va te permettre juste d'aller beaucoup plus vite dans le développement ou dans l'implémentation des projets que tu auras, au fait. Donc, normalement, avec le HTML, CSS, tu peux dire déjà que tu es un développeur front-end si tu arrives déjà à gérer n'importe quelle interface utilisateur. Maintenant, tout ce qui est framework
serait là juste pour te permettre d'aller beaucoup plus vite. Et si tu maîtrises correctement le HTML, le CSS et le JavaScript, tu devrais t'en sortir beaucoup plus facilement. Je sais pas. Si tu maîtrises correctement le CSS, si tu prends Tailwind, je pense que enfin, tu vas maîtriser très rapidement. Tu devrais pas avoir normalement beaucoup de difficultés. Tu vois. Oui, je suis d'accord avec toi. Quand je dis que j'ai vraiment eu du mal, c'est en mode, je voulais pas parce que je me disais que ça me suffisait. Parce que je peux, c'est pas de la prétention, mais je peux dire que je peux réaliser n'importe quelle interface avec du full CSS. Ouais, donc je me disais, pourquoi aller me chiner encore à aller apprendre encore un autre framework si ce que je sais, ce que je connais peut m'aider à effectuer mon travail. Oui, c'est Donc juste c'était un peu. que je comprends très bien ta préoccupation. C'est juste que l'outil est là pour te permettre de livrer le projet du client très vite, quoi, tu vois. Les entreprises aujourd'hui te demandent de maîtriser du React pour pouvoir travailler chez eux. C'est pour que tu puisses développer très rapidement leur projet. Ces outils-là permettent d'aller beaucoup plus vite, au fait. Je ne sais pas si tu vois. Du coup, apprendre cette techno-là va te permettre, quand tu te travailles dans ces entreprises-là, tu vois, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est chez lui et avec du HTML, CSS, JavaScript et prend beaucoup plus de temps à livrer des interfaces à livrer des interfaces utilisateurs, il n'est pas un développeur front-end. Il est bien un développeur front-end. Et je pense bien même que quelqu'un qui arrive à faire, par exemple, qui arrive à réaliser Trello et en full vanilla JavaScript, HTML, CSS, il est bien plus compétent que quelqu'un qui a fait, enfin, il est potentiellement plus compétent que quelqu'un qui fait du React avec Tailwind CSS, enfin, je veux dire du Tailwind CSS parce qu'il faut maîtriser correctement CSS et qui fait du React avec Bootstrap, par exemple. Parce que il y a beaucoup de personnes, on voit très bien, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils maîtrisent juste quelques trucs en HTML, CSS, JavaScript, ils vont pas très loin, ils n'approfondissent pas les connaissances, et puis ils vont sur React et ils vont apprendre et ils vont pouvoir réaliser des interfaces utilisateurs. Mais ça ne veut pas dire que si on prend ces personnes-là en vanilla JavaScript, de réaliser par exemple des interfaces comme Trello, ils vont pouvoir le faire. Je ne sais pas si tu vois. C'est un peu ça la différence au fait. Je ne sais pas si ça répond à ta préoccupation. Ouais, ça répond à ma préoccupation. Et Ok. aussi, j'aimerais savoir, selon toi, est-ce qu'un développeur front-end a besoin de maîtriser le processus créatif des interfaces avant de pouvoir bon, je sais pas comment formuler la fin, mais est-ce qu'un développeur front-end doit savoir réaliser des interfaces? Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu dis réaliser les interfaces, Ok, c'est réaliser intégrer s'il les parle maquettes, c'est ça? d'intégrateur, Oui, la tête, la il doit conception. être, il doit être intégrateur, c'est ça? Oui, par exemple, un intégrateur n'est pas forcément bon au niveau du processus créatif des interfaces. Mais si on lui présente les interfaces, il est capable de les réaliser. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, est-ce que Il est capable d'intégrer il est et non capable réaliser. d'intégrer? En fait, Ok, d'accord. je crois comprendre sa question. C'est-à-dire que est-ce qu'un développeur front-end doit savoir réaliser des maquettes, c'est ça? Ouais, c'est bien ça. Est-ce qu'il est obligé, il doit apprendre ça ou bien? Parce que il y a des projets sur lesquels on va te lancer où il n'y a pas forcément des maquettes, il n'y a pas forcément un designer qui a fait un travail préalable pour toi. Donc, est-ce que tu vas sortir le design de nulle part pour pouvoir bosser dessus ou bien est-ce que je sais pas, tu vas faire appel à un designer pour pouvoir gérer ça? Parce que si tu fais appel à un designer, c'est clair que tu vas devoir le payer pour pouvoir gérer ça, alors que vraiment, si le budget n'y est pas, tu ne peux pas te le permettre. Donc, c'est dans ce sens-là que je pose la question. Ok, je comprends très bien ta question. Au fait, je pense qu'un développeur front-end n'a pas besoin de savoir intégrer, n'a pas besoin de savoir et n'a pas besoin de maîtriser tout ce qui est processus créatif, de pouvoir réaliser la maquette de l'application. C'est pas son rôle, au fait. Ce rôle-là, c'est le designer qui joue ce rôle. Maintenant, sur un projet où il n'y a pas de designer, c'est plus au Bénin, tu verras ce genre de. Enfin, pas seulement au Bénin, peut-être en Afrique, dans d'autres pays. Sinon, ailleurs, les gens font appel aux designers pour les réaliser les maquettes. Maintenant, j'avais dit tantôt lors de ma présentation que aujourd'hui, un développeur front-end, c'est un plus pour lui s'il a des affinités pour le design. Parce qu'il a côtoyé beaucoup d'interfaces utilisateurs, il est en mesure de proposer quelque chose qui est quand même et, beau, joli, élégant, attrayant pour l'utilisateur. Par exemple, quand tu prends
C'est bien connu, hein. Quand tu prends un développeur back-end qui te réalise des interfaces utilisateurs et quand tu prends un développeur front-end qui réalise des interfaces utilisateurs, quand on compare, on voit souvent un décalage. Tu vois, ce décalage-là, on doit pouvoir sentir ça. Si tu es développeur front-end, on doit pouvoir sentir ce décalage. Si on te dit de réaliser des interfaces utilisateurs et tu n'as rien de base pour pouvoir faire ces interfaces-là. Donc, je pense que c'est ce qui peut t'aider, au fait, quand tu es développeur front-end et que tu n'as pas de maquette pour pouvoir travailler sur ton projet. Je ne sais pas si ça répond à ta préoccupation. Oui, ça répond à ma préoccupation. Et une dernière, si je suis, bon, c'est toujours dans le même sillage, si je suis développeur front-end et que j'aimerais quand même montrer au monde ce que je sais faire en publiant mes réalisations, où est-ce que je peux par exemple trouver des interfaces gratuites pour pouvoir intégrer? Bon, si tu en connais, tu partages. Et si quelqu'un d'autre dans le chat connaît, il peut partager. Je suis sûr qu'il y a des gens dans le chat qui pourront t'aider. Je pense qu'il y a Fresh de Windows qui connaît probablement des plateformes qui proposent des interfaces, des designers. Par exemple, je crois qu'il y a Dribble. Attends, je vais envoyer le lien. Dribble. Tu veux parler de Dribble? Oui, de Dribble, oui, enfin, je dis Dribble. Excuse-moi pour la prononciation. Tu connais déjà, c'est ça. Ouais, je connais. En fait, sur ce genre de plateforme, il y a Dribble, il y a Bison aussi, il y a peut-être aussi Pinterest. Sur Help ces, Labs, oui. sur ces plateformes, en fait, le design, c'est juste visuel. Alors que si tu es quelqu'un qui a déjà bossé avec un design, un design déjà fourni dans Figma ou dans Adobe XD, par exemple, tu n'es pas forcément à l'aise en faisant de cette image. Parce que aller chercher la couleur, les images, les icônes, c'est vraiment quelque chose qui va être fastidieux pour toi par la suite. Donc, je cherche vraiment des plateformes où ils vont partager en fait les designs, quoi, les designs. Et puis, bon, je ne sais pas si ça existe. On avait parlé de Figma Community, mais là-bas, il n'y a pas vraiment des trucs. Donc, je ne sais pas. Bon, moi-même, je pense que je ne pourrais pas t'aider sur ta préoccupation. Je voulais parler de Figma Community, tu en as déjà parlé d'ailleurs. Je suppose que quand tu as fait tes recherches, tu n'as pas trouvé ce que tu cherchais. Euh, pour moi, dans mon cas, par exemple, quand j'ai envie d'intégrer des designs ou je veux travailler sur des projets personnels, euh, je vais prendre un cas très simple. Euh, Tout compte fait, ce que je vais dire ne va pas apporter la solution à ta préoccupation, mais je te dis juste comment moi je procède. Par exemple, euh, j'ai lu par exemple pas mal d'articles sur la clean architecture, comment organiser son code source, et je vais l'appliquer sur un projet. J'avais décidé de développer une application de gestion des tâches. Ce que je fais, par exemple, je vais aller je vais aller sur Internet, regarder dans les applications de gestion des tâches qui existent, de beau design, et je vais regarder. Tu peux même prendre des applications qui existent, hein, des applications déjà développées par d'autres personnes, et tu regardes, tu t'en inspires au fait pour pouvoir travailler sur ton projet. Ou tu peux aller sur Dribble et au pire des cas, tu vas utiliser Color Picker quoi, pour piper les couleurs. Tu ne pourras pas récupérer les polices, mais tu t'inspires juste de ce que tu vois pour pouvoir faire ton travail. C'est ce que je peux te dire. C'est vrai que ce n'est pas la solution, mais c'est une proposition. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour le partage de ton expérience. Et ben, c'était une très belle présentation. Merci beaucoup. Je t'en prie. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main tout à l'heure. Depuis, on n'a pas donné la possibilité de poser sa question. Jacob, Gidas, maman, je viens. Maman Fafé, je viens. Gidas, c'est bon? Il n'y a plus de bon, pas occupation. vraiment, il n'y a plus vraiment de questions. Ok. Je te laisse clore alors. Je te laisse clore. J'ai Mmh, ma maman au téléphone. putain. Bon, et Onésime, si tu peux nous faire un petit résumé. Ok, bon. Déjà, pour résumer,
c'est que pour un développeur front-end, vous devez savoir intégrer. Et ça passe par la maîtrise, ça passe par le HTML, CSS. Vous devez savoir rajouter de l'interaction sur vos pages. Et là, c'est JavaScript, vous faites. Maintenant, maîtriser un framework va vous permettre d'aller beaucoup plus vite quand vous travaillez sur vos projets. Et rajouter des linters comme ESLint, Prettier, comme ESLint et puis Prettier va vous permettre d'avoir un code beaucoup plus propre. En testant vos codes, vous aurez un code de qualité et vous aurez moins de bugs. Maintenant, lisez, documentez-vous sur la façon dont il faut structurer son code pour pouvoir avoir un code très propre. Et par rapport à l'outil que vous utilisez, ici, je suppose que vous êtes un développeur React, maîtrisez correctement les outils qui sont dans l'écosystème React pour pouvoir être à l'aise quand on va vous remettre un projet. Donc, c'est ce que je vais vous dire. Enfin, c'est mes mots de fin. Persévérer, les gens qui veulent se lancer dans le développement front-end, je pense que c'est accessible. Vous allez pouvoir faire ce que vous avez, enfin, vous allez pouvoir maîtriser tout ce qui est basique au niveau du développement front-end et ça va pouvoir vous servir tout au long de votre carrière en tant que développeur front-end. Enfin, vous allez y arriver, quoi, les gens qui veulent se lancer dans le développement front-end. Donc, c'est ce que je peux vous dire. D'accord. Merci à toi. En résumé, bon, le roadmap du développeur front-end, c'est un guide essentiel pour acquérir les compétences nécessaires à la création d'interfaces utilisateurs modernes et conviviales. Tout commence par une solide compréhension des fondamentaux du web, notamment le HTML, CSS et JavaScript. Ensuite, vous avez le choix entre les frameworks JavaScript tels que React, Angular, Vue.js, Node.js, Next.js, qui devient crucial pour le développement d'applications web interactives et créatives. Sur ce, on a fini le Meet d'aujourd'hui. On se retrouve le week-end prochain. Merci et bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée à toi et bon week-end à tout le monde. Merci. Jacob. Oui, c'est bon, Judas. Ok. Je t'ai laissé un message. D'accord, maman pas fait, signer. Ok, c'est bon, Judas. Les amis, merci à vous. On se dit le samedi prochain. On va enchaîner les mythes. Il y a plein de sujets. On va essayer les mythes. Donc, samedi prochain pour le troisième mythe de l'année. Je dis un bonsoir à Monsieur Jimmy qui est là, Foufou Jimmy qui est là. Merci, même si c'est quelques secondes vous avez passé avec nous. Merci à vous et merci à tout le monde d'avoir participé à ce mythe. J'espère que voilà, vous avez appris quand même beaucoup de choses sur ce qu'est un réel développeur front-end. Du moins, si vous étiez développeur front-end, vous savez maintenant quelques subtilités du métier. Et si vous êtes back-end et que vous considérez front-end, vous savez les éléments sur lesquels il faut travailler pour améliorer le développement front-end. Alors les amis, c'était tout comme l'a dit Gida, c'était tout et à plus pour le nouveau mythe. Ciao et paix sur vous.